Elle s'avança dans l'allée, vêtue de blanc et portant une arme que personne ne pouvait voir. Ses vœux étaient des mensonges, son sourire, une lame. Et l'homme qui l'attendait à l'hôtel, le fils du destructeur de sa famille, n'avait aucune idée qu'elle était venue pour le ruiner. Mais la vengeance a le chic de se retourner contre ceux qui la manient. Et certains matins, vous vous réveillez dans les bras de l'ennemi et réalisez que vous ne voulez pas partir. Le contrat signé en silence. La première nuit où ils ont dormi dans des chambres séparées. Le moment où sa main a attrapé la sienne dans une pièce bondée et qu'aucun des deux n'a lâché prise. Le baiser qui avait le goût de la reddition. La vérité est prononcée à voix basse, trop tard pour être reprise. Peut-être que vous connaissez ce sentiment, quand la haine et le désir s'enchevêtrent tellement que vous ne pouvez pas dire où l'un finit et où l'autre commence. Quand chaque contact ressemble à une trahison, et chaque mot sonne comme une confession, quand vous prévoyez de détruire quelqu'un et vous vous réveillez en espérant qu'il restera. Avez-vous déjà ressenti cette attraction que vous ne pouviez pas expliquer, cette alchimie que la logique ne peut définir? Si les histoires de passion interdite et d'amour retrouvé vous touchent, abonnez-vous. Il y a un nouveau voyage romantique chaque soir. Il ne s'agit pas seulement d'amour. Il s'agit de choisir entre la justice et la miséricorde, entre le passé qui vous a façonné et l'avenir qui vous terrifie. Il s'agit de ce qui se passe quand la personne que vous avez juré de détruire devient la seule qui vous voit vraiment, et de savoir si un cœur construit sur la vengeance peut un jour apprendre à pardonner. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi certains amours naissent des cendres. Pourquoi les liens les plus profonds commencent souvent par les blessures les plus profondes. Et pourquoi parfois, la seule façon de guérir est de déposer les armes, même lorsque vous n'êtes pas sûr que la guerre soit terminée. Cela a commencé dans une ville qui savait garder les secrets par une soirée d'automne où l'air sentait la fumée et les roses fanées. Elle avait 28 ans, brillante et brisée d'une manière qu'elle seule comprenait. Il avait 31 ans, portant un héritage qu'il n'avait jamais demandé et une solitude qu'il n'avait jamais montrée. Leur famille était en guerre depuis une génération, et elle était sur le point de rendre cela personnel. Il pensait que c'était un arrangement commercial, une fusion de convenances, rien de plus. Mais elle savait mieux. Elle savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a dit oui. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu savoir, c'est que certains plans ont le chic de devenir réels, et certains ennemis deviennent tout. La salle de conférence sentait le cuir et la vieille richesse, le genre de fortune qui n'a pas besoin de s'annoncer. Elle était assise en face de lui, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux, comme si elle assistait à des funérailles. D'une certaine manière, c'était le cas. L'avocat de son père lisait les termes à voix haute. Fusion, action, bénéfice mutuel, des mots qui ne signifiaient rien et tout. Elle le regarda pendant que l'avocat parlait, étudia la façon dont il tenait son stylo, la légère tension de sa mâchoire. Il avait l'air ennuyé, privilégié, exactement comme elle s'attendait à ce que le fils de Richard Ashford ait l'air. Sa haine était une chose vivante, enroulée serrée dans sa poitrine, là où son cœur se trouvait autrefois. Mark Ashford ne la regarda pas beaucoup pendant la réunion. Il signa les papiers avec le désintérêt de quelqu'un qui achète une voiture, pas une femme. Quand il croisa enfin ses yeux, son regard était froid, évaluateur, le regard d'un homme qui résout un problème. « Vous comprenez que c'est strictement professionnel, dit-il, sa voix basse et égale. Elle sourit, l'expression n'atteignant jamais ses yeux. « Bien sûr. »« Bien. » Il se leva, boutonna sa veste avec une précision habituelle. « Mon assistant s'occupera des arrangements. » Alors qu'il passait devant elle, elle capta l'odeur de cèdre et de quelque chose de plus sombre, comme des nuages d'orage qui s'amassent. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit beau. Ce détail lui semblait une insulte, un avantage injuste dans un jeu déjà truqué contre elle. Son père avait détruit l'entreprise de sa famille, conduit son père à une mort prématurée, laissé sa mère un fantôme dans leur maison vide. Et maintenant, elle était assise dans leur immeuble, respirant leur air sur le point de prendre leur nom. L'ironie avait un goût de métal sur sa langue, mais elle avait appris la patience. Elle avait appris à attendre, à observer, à sourire tout en planifiant la chute de quelqu'un. 3 ans, elle avait passé à construire ce moment, créant l'opportunité parfaite pour la vengeance. Le mariage serait petit, expliqua l'avocat. Famille proche uniquement, une formalité,
Elle hocha la tête, entendant à peine les mots. Son esprit était déjà en avance, calculant, traçant les plans des 6 prochains mois. Entrer dans la famille, apprendre leurs secrets, trouver la faiblesse, les détruire de la manière dont ils avaient détruit la sienne, lentement, complètement, de l'intérieur. La voix de Marc coupa ses pensées. « Avez-vous des questions ?» Elle rencontra ses yeux, soutint son regard sans sourciller. « Non. Je sais exactement ce que je fais. » Quelque chose vacilla sur son visage alors, de la curiosité peut-être ou de la suspicion, mais cela disparut avant qu'elle ne puisse le nommer. Après la réunion, elle se tint seule dans le hall de marbre de l'immeuble, entourée des monuments à la puissance Ashford. Photos de Richard Ashford lors d'inauguration, de galas de charité, de réunions de conseils d'administration, toujours souriant, toujours vainqueur. Son reflet la regardait depuis les sols polis, un fantôme parmi l'or. Hélène ? Une voix derrière elle, plus calme qu'avant. Elle se tourna. Marc se tenait à 3 mètres de là, les mains dans les poches, l'air presque incertain. « Je sais que ce n'est pas... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je veux que vous sachiez que je n'ai pas choisi cela non plus. » La confession la surprit, lui sembla une fissure dans son armure à laquelle elle ne s'était pas attendue. Elle aurait dû dire quelque chose de froid, garder ses distances, maintenir le mur entre l'ennemi et la victime. Au lieu de cela, elle s'entendit dire « Alors pourquoi l'accepter ?» Il sourit, mais il n'y avait aucune joie. « Obligation familiale. La même raison pour laquelle vous êtes ici, j'imagine. » Le supposition la piqua parce qu'elle était partiellement vraie. Juste pas de la manière dont il pensait. « Quelque chose comme ça, » dit-elle. Ils se tenaient en silence, 2 étrangers sur le point de lier leur vie, tous 2 prétendant que c'était normal. Le soleil d'automne pénétrait en biais par les hautes fenêtres, peignant tout dans des nuances d'or et d'ombre. « Je ne rendrai pas cela plus difficile que nécessaire, » dit-il finalement. « Moi non plus, » mentit-elle. Il hocha la tête, sembla sur le point de dire autre chose, puis se ravisa. Alors qu'il s'éloignait, elle remarqua la légère lourdeur de ses épaules, la façon dont il bougeait comme un homme portant un poids qu'il ne pouvait pas déposer. Pendant un moment, juste un moment, elle ressentit presque quelque chose comme de la sympathie. Puis elle se rappela le visage de son père à l'hôpital, la vie de saisie immobilière, les larmes de sa mère, et le sentiment mourut aussi vite qu'il était apparu. La cérémonie a eu lieu dans un jardin qui n'appartenait à aucun des 2, sous un ciel d'octobre menaçant la pluie. Elle portait de la soie ivoire qui coûtait plus cher que sa première voiture, une robe choisie par la mère de Marc, avec une précision chirurgicale. Sa propre mère se tenait au 3e rang, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, jouant le rôle qu'elles avaient répété. Les invités étaient moins de 30, principalement des Ashford, quelques amis de la famille, des gens qui comprenaient que c'était des affaires déguisées en romance. Elle s'avança seule dans l'allée, portant des roses blanches qui sentaient les funérailles. Marc attendait à l'hôtel dans un costume anthracite, son expression illisible, un étranger qu'elle était sur le point d'appeler Marie. Les mots de l'officiant donnaient l'impression qu'il se passait pour quelqu'un d'autre. Quand vint le moment des vœux, Marc prononça les siens avec l'efficacité d'un homme lisant un contrat. « Je promets d'honorer cet engagement, de vous respecter, de maintenir les termes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. » Ses yeux ne la quittèrent pas, cherchant quelque chose qu'elle refusait de donner. Puis ce fut son tour, et elle sentit le poids de chaque visage qui regardait. « Je promets d'être fidèle à la vérité, » dit-elle, et sentit les mots tomber comme des pierres. « De me souvenir pourquoi nous sommes ici, d'aller jusqu'au bout. » La mâchoire de Marc se crispa légèrement, le seul signe qu'il avait entendu le double sens. Sa mère se déplaça sur son siège, mal à l'aise avec des vœux qui ressemblaient des plus à des menaces. Le baiser était censé être bref, superficiel, insignifiant. L'officiant dit « Vous pouvez embrasser votre mariée », et le jardin devint silencieux. Marc s'approcha, sa main trouvant le creux de son dos avec une douceur inattendue. Elle pencha son visage, préparée à quelque chose de rapide et de froid. Au lieu de cela, ses lèvres effleurèrent les siennes avec une douceur qui ressemblait à une question. Le baiser dura 3 secondes, peut-être 4, mais quelque chose dans ces secondes semblait faux, ou juste d'une manière à laquelle elle ne s'était pas préparée. Quand il recule,
Ses yeux retinrent les siens un battement de cœur de plus que nécessaire. La réception eut lieu dans le même jardin, sous des guirlandes lumineuses qui transformaient le crépuscule en quelque chose de presque magique. Elle sourit pour les photos, sa main reposant dans le creux du bras de Marc, jouant la mariée radieuse. Sa famille porta un toast à leur avenir, à l'amour, à l'union de deux grands héritages. Chaque mot lui semblait de l'acide dans la gorge. Le père de Marc fit un discours sur le partenariat et la force, sa voix résonnant avec confiance. Elle regarda Richard Ashford et vit l'homme qui avait signé les papiers qui avaient ruiné sa vie, qui avait souri en le faisant. Ses doigts se crispèrent autour de sa coupe de champagne jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. « Ça va ?» La voix de Marc, assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Ils étaient en train de danser, leur première danse en tant que mari et femme, se déplaçant en cercle lent sous les lumières féeriques. Sa main reposait sur sa taille, convenable et distante, tandis que son autre main tenait la sienne avec une neutralité prudente. « Bien, » dit-elle, son sourire habituel ne faiblissant jamais. « Pourquoi ne le serais-je pas ? Parce que c'est étrange pour nous deux. » Son pouce bougea légèrement contre sa main, un geste inconscient. Nous n'avons pas à prétendre que ça ne l'est pas. L'honnêteté la surprit, lui sembla un piège qu'elle n'avait pas anticipé. Elle leva les yeux vers lui alors, vraiment, et vit quelque chose dans son expression qui compliquait tout. Il ne profitait pas non plus de cela, ne célébrait pas. Il se déplaçait dans la réception comme un homme remplissant une obligation, rien de plus. « Faites-vous toujours ce que votre père demande ?» La question sortit plus vive qu'elle ne l'avait voulu. La bouche de Marc se tordit, presque un sourire. « Faites-vous toujours ce que le vôtre aurait voulu ?» Le passé simple la frappa comme un coup, et elle trébucha légèrement dans la danse. Son bras se resserra autour d'elle, la stabilisant, et elle détesta à quel point cela semblait naturel. « Je suis désolé, » dit-il doucement. C'était inapproprié. La chanson se termina, et une autre commença, mais ils continuèrent à danser. Autour d'eux, d'autres couples se joignirent. Ses parents, sa mère avec son oncle. Des invités remplissant des obligations sociales. Le ciel était devenu complètement sombre maintenant, des étoiles apparaissant entre les guirlandes lumineuses. « Je sais que ce n'était pas votre choix, » dit Marc, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mais j'aimerais penser que nous pouvons être civilisés, peut-être même amis à terme. » Amis. Le mot semblait absurde, impossible, comme suggérer la paix au milieu d'une guerre. Elle rencontra ses yeux et se prépara à dire quelque chose de cinglant, quelque chose pour lui rappeler qu'ils étaient ennemis. Au lieu de cela, elle s'entendit dire « peut-être ». L'appartement terrasse surplombait la ville comme un trône surplombant un royaume. Des fenêtres, allant du sol au plafond, encadraient une vue de lumière s'étendant jusqu'à l'horizon, belle et froide. Marc déverrouilla la porte et s'écarta, la laissant entrer la première, un geste de courtoisie qui semblait rodé, automatique. Elle s'avança dans ce qui serait sa maison pour la suite. Peu importe la durée, ses talons cliquetant sur les sols en marbre. Tout était impeccable, cher, impersonnel, la maison de quelqu'un qui vivait dans des hôtels. « Votre chambre est au bout du couloir, deuxième porte à gauche, » dit-il, desserrant sa cravate. « La mienne est au fond. » Des chambres séparées. Le soulagement et la déception arrivèrent simultanément, et elle détestait cette dernière. Elle trouva sa chambre déjà remplie de ses affaires, déballée par du personnel qu'elle n'avait jamais rencontré. Ses vêtements pendaient dans un dressing qui aurait pu loger une famille. Ses livres étaient posés sur des étagères qui semblaient n'avoir jamais contenu de livres auparavant. Même la photo de sa mère, celle qu'elle gardait près de son lit, avait été placée sur la table de chevet avec une précision minutieuse. Cette prévenance lui sembla intrusive, comme si quelqu'un avait fouillé son âme. Elle s'assit sur le bord du lit, portant toujours sa robe de mariée, et sentit tout le poids de ce qu'elle avait fait. Elle était mariée, vivant dans la maison de l'ennemi, dormant au bout du couloir de l'homme qu'elle avait juré de détruire. On frappa à la porte, doucement et avec hésitation. « Entrez », dit-elle, sans prendre la peine de cacher son épuisement. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte, maintenant vêtu d'un pantalon foncé et d'une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude. Il portait 2 verres de ce qui ressemblait à du whisky, les tenant en offrande. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin, » dit-il. « Je sais que c'est mon cas. » Elle aurait dû refuser.
Aurait dû garder la distance, les murs, la clarté des lignes ennemies. Au lieu de cela, elle accepta le verre, leurs doigts s'effleurant lors de l'échange. Il n'entra pas dans la pièce, se contentant de s'adosser à l'encadrement de la porte comme s'il attendait la permission. « Je sais que c'est gênant, » dit-il, faisant tournoyer le whisky dans son verre. « Mais je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aimerais que nous soyons à l'aise l'un avec l'autre, du moins. »« Ça, c'est pourquoi ?» La question sortit plus vive qu'elle ne l'avait voulu. « Pourquoi cela vous importe-t-il » Il réfléchit, prit une lente gorgée de whisky. « Parce que je ne crois pas qu'il faille rendre les gens malheureux, même dans une situation pareille. » Quelle noblesse! Elle ne put s'empêcher de laisser le sarcasme transparaître dans sa voix. Ses yeux s'aiguisèrent, un éclair de quelque chose de plus intéressant que la politesse. « Vous ne m'aimez pas beaucoup, n'est-ce pas? Je ne vous connais pas assez pour vous aimer ou vous détester. » Le mensonge eut le goût du whisky, doux et brûlant. Marc sourit alors, un vrai sourire qui transforma tout son visage, le fit paraître plus jeune, moins sur la défensive. « C'est juste. Alors changeons cela. » Il leva légèrement son verre. « Je suis Mark Ashford. J'ai 31 ans, je déteste mon travail, j'aime la vieille architecture, et je suis volontairement piégé dans ce mariage depuis exactement... » Il vérifia sa montre. 6 heures. L'humour inattendu la prit au dépourvu, menaçant l'armure qu'elle avait construite si soigneusement. Elle se retrouva presque à sourire malgré tout. « Hélène Castellano, 28 ans. Elle hésita, puis se décida pour la vérité, ou une version de celle-ci. « Je suis ici parce que je dois l'être. Et je ne sais pas ce qui vient ensuite. Ça fait 2. » Il finit son whisky d'une seule gorgée. « Bonne nuit, Hélène. »« Bonne nuit. » Après qu'il fut parti, elle resta assise dans le silence de sa prison coûteuse, tenant toujours le verre qu'il lui avait apporté. À travers les murs, elle entendit le faible bruit de l'eau qui coule, Marc se douchant, se préparant à se coucher, vivant sa vie 10 portes plus loin. Elle pensa à son père, au plan, à toutes les raisons pour lesquelles elle était ici. Mais elle pensa aussi à la gentillesse inattendue de Marc, à son humour autodérisoire, à la façon dont il l'avait stabilisée pendant leur danse. Complication. Elle n'avait pas prévu de complication, n'avait pas prévu qu'il soit autre chose que l'ennemi. Les lumières de la ville devinrent floues, tandis que l'épuisement la tiraillait, et elle se leva finalement pour se changer, retirant sa robe de mariée. Elle accrocha la soie ivoire dans le placard, l'enterrant parmi les autres vêtements comme la preuve d'un crime. Quand elle s'allongea finalement dans le lit inconnu, dans la pièce inconnue, dans la maison du destructeur de sa famille, le sommeil lui sembla impossible. Mais quelque part dans les heures sombres, l'épuisement l'emporta, et elle rêva. Dans le rêve, elle s'avança à nouveau dans l'allée, mais cette fois Marc souriait. Cette fois, quand il l'embrassa, ce n'était ni doux ni interrogateur, et quand elle se réveilla haletante dans l'obscurité d'avant l'aube, elle ne put dire si le rêve avait été un cauchemar ou un avertissement. La première semaine se déroula en une chorégraphie prudente, 2 personnes partageant l'espace tout en maintenant la distance. Ils se rencontraient au petit déjeuner, échangeaient des plaisanteries sur la météo et les horaires, puis disparaissaient dans des vies séparées. Marc partait tôt pour le bureau, rentrait tard, demandait toujours si elle avait besoin de quelque chose. Elle passait ses journées à explorer l'appartement-terrasse, à apprendre ses rythmes, à chercher quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Les nuits, ils se retiraient dans leurs chambres séparées, et elle se disait que c'était parfait, plus facile. Mais elle continuait de remarquer de petites choses. La façon dont il préparait toujours du café frais pour elle, les livres qu'il laissait sur le comptoir de la cuisine et qui correspondaient à ses goûts. La distance entre eux se sentait comme un souffle retenu, quelque chose qui ne pouvait pas durer éternellement. Le 8e jour, elle le trouva sur le balcon à minuit, la cravate desserrée, un verre à la main, fixant la ville comme si elle détenait des réponses. L'air de novembre était assez froid pour piquer, mais il ne semblait pas le remarquer. « Impossible de dormir » demanda-t-elle, serrant sa robe de chambre plus fort contre le froid. Il se retourna, la surprise vacillant sur son visage, avant de se fixer à nouveau dans cette neutralité prudente. « Je pense trop, et vous ?»« Idem. » Elle le rejoignit à la balustrade, maintenant 30 centimètres d'espace prudent entre eux. La ville s'étendait en bas, une constellation de vies humaines, chaque lumière une histoire qu'il ne connaîtrait jamais.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'ils font tous là-dessous » demanda Marc, sa voix plus douce que d'habitude. Tous ces gens, vivant leur vraie vie. La question parut vulnérable, réelle, rien à voir avec l'étranger poli qu'elle avait épousé. « Vous le dites comme si nous n'étions pas réels, » dit-elle. « Ne le sommes-nous pas ?» Il la regarda et dans l'obscurité, ses yeux semblaient presque tristes. Jouer à la dinette dans un arrangement commercial, prétendre que c'est normal? Elle voulait être d'accord, maintenir les murs, se souvenir pourquoi elle était ici. Au lieu de cela, elle dit « Peut-être que rien n'est réel tant que nous ne le rendons pas réel. » Ça ressemble à quelque chose qu'un philosophe dirait, ou quelqu'un de beaucoup plus sage que moi. Un petit sourire effleura sa bouche, ou quelqu'un qui rumine tout à minuit. Alors nous sommes pareils. Il leva son verre en un faux toast. Ils restèrent debout en silence pendant un moment, le froid s'infiltrant dans leur peau, aucun des deux ne voulant être le premier à se retirer. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Marc finalement. « Et vous pouvez me dire que ce ne sont pas mes affaires. Cela dépend de la question. »« C'est pourquoi avez-vous accepté cela? Vraiment ?» Il se tourna pour lui faire face complètement maintenant, une curiosité sincère dans son expression. « Je connais les raisons officielles, les bénéfices de la fusion. Mais pourquoi vous? Pourquoi ceci ?» La question pour laquelle elle s'était préparée, pour laquelle elle avait répété des réponses, lui sembla soudain impossible de mentir. « Obligation familiale, » dit-elle, la vérité partielle, ayant un goût étrange sur sa langue. « Parfois nous faisons des choses qui n'ont pas de sens, parce que les gens que nous aimons ont besoin de nous. » Il hocha la tête lentement, comme si sa réponse confirmait quelque chose qu'il avait soupçonné. « Oui, je comprends cela plus que vous ne le savez. Lui en voulez-vous » La question sortit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « À votre père, de vous avoir mise dans cette situation ?» Marc rit, mais c'était un son creux. Chaque jour. « Mais il est en train de mourir, alors que puis-je dire ?» La révélation la frappa comme de l'eau froide. « Quoi ?»« Cancer du pancréas, stade 4. Il lui reste peut-être 6 mois à vivre. » Marc but une longue gorgée, sa main légèrement tremblante. « Tout cet arrangement, la fusion, me faire marier, tout cela vise à garantir son héritage avant qu'il ne parte. » Elle avait prévu beaucoup de choses, mais pas cela, pas le deuil, pas que le fils soit autant un pion qu'elle. « Je suis désolée, » dit-elle, et elle le pensait malgré tout. « Ne le soyez pas, nous ne sommes pas proches, ne l'avons pas été depuis des années. » Il posa son verre vide sur la balustrade. « Mais apparemment, je suis assez dévoué pour lui donner cette dernière chose. » « Est-ce pour cela que vous êtes si... » Elle chercha le mot juste. « Résigné à tout cela ?»« Résigné. » Il testa le mot, le retourna. C'est une façon polie de le dire. Mais oui, je suppose. À quoi bon se battre contre quelque chose qui est déjà fait? Il y a toujours une raison de se battre. Les mots sortirent de plus féroces qu'elle ne l'avait voulu, colorés par des années de ses propres batailles. Marc la regarda alors, vraiment, et elle se sentit exposée sous ce regard. « On dirait que vous savez quelque chose à ce sujet. » « Peut-être que oui. »« Dites-moi. » Ce n'était pas une exigence, plus comme une invitation. « Dites-moi quelque chose de vrai sur vous, Hélène. Quelque chose qui ne fait pas partie du contrat. » Elle aurait dû dévier, changer de sujet, retourner à l'intérieur dans sa chambre séparée et sa vie séparée. Mais l'obscurité et le froid et son honnêteté inattendue créèrent un espace qui semblait en dehors des règles normales. « J'ai perdu mon père il y a 2 ans, » s'entendit-elle dire. « Crise cardiaque. Un jour, il allait bien, le lendemain, il était parti. Et le pire n'était pas de l'avoir perdu. C'était de regarder ma mère essayer de continuer à vivre après. » L'expression de Marc s'adoucit, quelque chose comme de la compréhension traversant son visage. « C'est pour cela que vous comprenez le devoir. Et le deuil. C'est pour cela que je comprends que certaines choses ne guérissent pas. Elles deviennent juste une partie de ce que vous êtes. » Ils restèrent dans le froid de minuit, 2 quasi-étrangers qui venaient d'échanger des fragments de vérité plus intimes que n'importe quel vœu. Et quand ils rentrèrent finalement, elle remarqua qu'il la raccompagnait à sa porte, attendit jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité à l'intérieur, avant de se diriger vers sa propre chambre au bout du couloir. Après cette nuit sur le balcon, quelque chose changea. Pas de manière dramatique, pas de façon évidente, mais comme une porte laissée légèrement entrebâillée au lieu d'être verrouillée. Marc commença à rentrer plus tôt.
s'enquit de sa journée avec un intérêt sincère au lieu d'une obligation polie. Elle se retrouva à rester dans les zones communes, au lieu de se cacher dans sa chambre, attirée par sa présence d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait justifier. Ils commencèrent à dîner ensemble, de vraies conversations autour de vins et de plats à emporter. Il lui raconta son travail de restauration de vieux bâtiments, l'architecture qu'il aimait, la vie qu'il avait imaginée avant que le devoir familial ne la réclame. Elle partagea aussi des fragments d'elle-même, soigneusement édités, mais plus réels qu'elle ne l'avait prévu. « Vous auriez dû être professeur », dit-il un soir, la regardant expliquer le symbolisme d'un roman qu'elle était en train de lire. Ils étaient assis aux extrémités opposées du long canapé, l'espace entre eux étant en quelque sorte plus petit qu'il ne l'était avant. « Et vous auriez dû être architecte, pas cadre d'entreprise. Peut-être dans une autre vie. » Il sourit, ce vrai sourire qu'elle commençait à reconnaître. « Une ou nous avons le choix. » « Pensez-vous que quelqu'un choisisse vraiment ?» Elle posa son verre de vin. « Ou nous disons, nous juste que nous l'avons fait pour que ça aille mieux. » Vous devenez philosophique à nouveau. Il doit être minuit passé. Il est 21h30. Alors vous êtes en avance ce soir. Elle lui lança un oreiller, le geste si naturel, si facile, qu'elle ne réalisa pas ce qu'elle avait fait jusqu'à ce qu'il l'attrape en riant. Le son de son rire fit quelque chose d'étrange à sa poitrine, lui fit oublier un instant pourquoi elle était là. « Attention !» dit-il, posant l'oreiller de côté. « Commencez à être enjoué, et je pourrais penser que vous m'aimez vraiment. » Le ton taquin ne pouvait pas tout à fait cacher la question sincère en dessous. Elle rencontra ses yeux, sentit l'air dans la pièce se transformer en quelque chose de plus épais, de plus dangereux. Serait-ce si terrible? Honnêtement, sa voix devint plus grave. Cela compliquerait les choses. Les choses sont déjà compliquées. La vérité de cela planait entre eux comme une confession. Marc se pencha en avant, les coudes sur les genoux, soudain sérieux. « Hélène, j'ai besoin de vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. » Son cœur frappa contre ses côtes, la panique montant. Avait-il découvert la vérité, vue à travers sa couverture soigneusement construite? « D'accord, » parvint-elle à dire, gardant sa voix stable. « Voulez-vous rester marié avec moi ?» La question sortit brute, sans défense. Pas la partie arrangement commercial, je veux dire après. Lorsque la fusion sera terminée et que vous pourriez partir, le voudriez-vous? La question qu'elle ne s'était pas autorisée à considérer, car la considérer signifiait reconnaître que partir semblait moins certain qu'avant. « Je ne sais pas, » dit-elle, et c'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des semaines. « Je ne sais plus ce que je veux. » « Ouais. » Il se rassit, passa une main dans ses cheveux. « Moi non plus. Et ça m'effraie plus que vous ne le savez. » « Pourquoi cela vous effraie-t-il? » « Parce que je n'ai pas signé pour ressentir des choses, pour me soucier, pour rester éveillé à me demander si vous allez bien dans la chambre au bout du couloir. » Sa confession planait dans l'air, lourde et irréversible. Elle ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser au-delà du martèlement de son pouls. « Marc, vous n'avez rien à dire. J'avais juste besoin que vous le sachiez. » Il se leva, commença à s'éloigner, puis s'arrêta. « Quoi qu'il en soit, je suis content que ce soit vous. Si je devais faire ça, je suis content que ce soit avec vous. » Après qu'il fut parti, elle s'assit seule dans le salon, ses plans soigneusement construits s'effondrant comme de vieux murs. Ce n'était pas censé arriver. Elle n'était pas censée se soucier de son honnêteté, de son humour, de la façon dont il disait son nom. Elle avait eu l'intention de le briser, de détruire sa famille, de prendre tout ce qu'ils avaient pris à la sienne. Mais quelque part entre le mariage froid et les conversations de minuit, entre la distance prudente et le rapprochement croissant, quelque chose avait changé. Elle ne savait pas quand cela avait commencé, ne pouvait pas localiser le moment exact. Peut-être était-ce quand il avait fait son café sans le lui demander, ou quand il l'avait écouté parler de son père sans jugement. Ou peut-être était-ce simplement qu'elle avait passé tant de temps à prévoir de le haïr, qu'elle ne s'était jamais préparée à la possibilité qu'elle ne le ferait pas. Cette nuit-là, elle resta debout devant sa porte pendant 10 minutes, la main levée pour frapper, le cœur battant avec quelque chose qui ressemblait à la terreur et à la possibilité. Elle voulait lui dire la vérité, voulait tout confesser et laisser les conséquences tomber où elle pourrait.
Mais le visage de sa mère nagea dans son esprit. La tombe de son père, les années de douleur qui l'avaient menée ici. En fin de compte, elle baissa sa main et retourna dans sa chambre, où elle resta éveillée jusqu'à l'aube. À travers les murs, elle crut l'entendre éveillé aussi, tous deux allongés dans l'obscurité, séparés par la distance et les secrets. Deux personnes qui avaient promis d'être des étrangers, devenant lentement quelque chose pour lequel aucun d'eux n'avait de nom. Et le matin, quand elle trouva du café frais et un mot qui disait simplement « bonne journée » dans son écriture, elle réalisa qu'elle était dans un danger bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais anticipé. 3 semaines après le mariage, le père de Marc les invita à dîner au domaine familial. Hélène s'habilla soigneusement, l'armure déguisée en élégance, et regarda Marc ajuster sa cravate 3 fois dans le miroir. « Il trouvera quelque chose à critiquer », dit Marc, son reflet rencontrant le sien. « Il le fait toujours. Essayez juste de ne pas le prendre personnellement. » La note protectrice dans sa voix la surprit, la réchauffa malgré ses intentions. « Je peux gérer Richard Ashford, dit-elle, plus froidement qu'elle ne le voulait. La mâchoire de Marc se crispa. « Le pouvez-vous ? Parce que la plupart des gens ne le peuvent pas. » Le trajet jusqu'au domaine fut tendu, les mains de Marc agrippant le volant trop fort, son aisance habituelle remplacée par un stress visible. Elle voulait demander ce qui l'avait rendu si tendu, voulait tendre la main et toucher la sienne, et se haïssait pour cette impulsion. Le domaine Ashford s'élevait de terrain manucuré comme un monument à l'excès, tout en pierre, en verre et en vieille richesse. Richard les accueillit à la porte, tout en charme et en chaleur calculée. Sa maladie invisible sous un tailleur coûteux. « Hélène, chérie, vous êtes ravissante. » Son étreinte fut brève, et ses yeux l'évaluèrent comme une propriété. Le mariage vous sied clairement à tous les deux. La table du dîner aurait pu accueillir 20 personnes, mais ils s'assirent à une extrémité, un rassemblement intime qui ressemblait à une performance. La mère de Marc, Catherine, souriait avec des lèvres qui bougeaient à peine, fit la conversation sur la météo et les événements caritatifs. Richard domina la conversation, parlant d'affaires, d'héritage et de l'empire qu'il avait construit à partir de rien. Chaque mot ressemblait à un couteau, chaque histoire un rappel de ce qu'il avait détruit pour construire son trône. « Vous auriez dû voir ça », dit Richard, versant plus de vin. L'affaire Castellano était un manuel. Il saignait de l'argent, se noyait dans les dettes, et nous sommes intervenus exactement au bon moment. La main d'Hélène se figea sur sa fourchette, le nom atterrissant comme un coup physique. Les yeux de Marc se levèrent vers son visage, puis vers son père. « Papa, la meilleure acquisition que j'ai jamais faite, des centimes sur le dollar. Bien sûr, le vieux Castellano ne l'a pas bien pris, mais les affaires sont les affaires. » Richard gloussa, inconscient ou indifférent. « La dernière fois que j'ai entendu, il s'est bu jusqu'à une mort prématurée à cause de ça. » La pièce tourna, le son s'étouffant en un rugissement lointain dans ses oreilles. En face à la table, Marc était devenu complètement immobile, son visage se vidant de couleur. « Excusez-moi », parvint à dire Hélène, sa voix étrangement stable malgré les cris dans sa tête. « J'ai besoin d'air. » Elle atteignit le jardin avant que ses jambes ne lâchent, s'affaissant sur un banc de pierre sous des arbres dénudés de novembre. L'air froid brûla ses poumons. Chaque respiration une lutte contre la rage et le chagrin menaçant de la consumer. Il avait ri. Richard Ashford avait ri à propos de la destruction de sa famille, aussi désinvolte que de commenter la météo. Et Marc, des pas derrière elle, rapide et urgent. « Hélène, je ne savais pas. Je jure devant Dieu, je ne savais pas. » Elle ne pouvait pas le regarder, ne pouvait pas se faire confiance pour parler sans crier. « Castellano, c'est votre père, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous... » Sa voix se brisa. « Oh mon Dieu, c'est pour ça que vous êtes ici. » Le silence s'étira entre eux, épais de tout ce qui n'avait pas été dit jusqu'à cet instant. Finalement, elle se força à se tourner, à croiser ses yeux. « Oui, c'est pour ça que je suis ici. » Marc se tenait à 1,50 m de distance, l'air d'avoir été frappé. « Pour nous détruire? Pour vous venger? Pour obtenir justice ?» La distinction lui importait, même maintenant. « Pour ce que votre père a fait au mien, pour ce qu'il nous a pris. » « Je ne savais pas. » Il le répéta, désespéré. « Hélène, je vous jure, je n'ai jamais connu les détails de cette affaire. J'étais en études supérieures, je ne faisais pas encore partie des affaires. »
Mais vous en avez bénéficié. Cette maison, votre vie, tout ce que vous avez, s'est construit sur la ruine de ma famille. L'accusation planait entre eux, indéniable et dévastatrice. Marc se rapprocha, s'arrêta quand elle tressaillit. Quel était votre plan? M'épouser, vous rapprocher et ensuite quoi? Trouver des preuves de ces transactions illégales, l'exposer, regarder tout ce qu'il a construit s'effondrer. Les mots semblaient creux maintenant, moins certains qu'ils ne l'avaient été un mois auparavant. Et moi? Sa voix devint calme, dangereuse. J'en faisais partie? Les conversations de minuit, les dîners, Il ne put apparemment pas finir la phrase. Au début, l'aveu avait un goût de trahison. Au début, vous n'étiez qu'un moyen pour une fin. Et maintenant? Il s'approcha assez près pour qu'elle puisse voir la blessure et la colère s'affronter dans ses yeux. Que suis-je maintenant? Elle ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas nommer la chose qu'il était devenu pour elle. Je suis en train de tomber amoureux de vous. Les mots explosèrent hors de Marc comme une confession et une accusation. Je suis en train de tomber amoureux de ma femme, qui m'a épousé pour détruire ma famille. Qu'est-ce que vous appelez ça pour de l'ironie? Hélène se leva, ayant besoin de bouger, d'échapper au poids de ses mots. Ne faites pas ça. Ne faites pas quoi? Ne le ressentez pas? Trop tard. Il rit rauque et brisé. J'ai essayé de ne pas le faire pendant des semaines, mais chaque conversation, chaque moment que nous passons ensemble, chaque fois que vous souriez à quelque chose que je dis, je tombe un peu plus. Arrêtez. Sa voix se brisa. Pourquoi? Parce que ça ruine votre plan. Parce que ça rend ça compliqué. Il lui attrapa les bras, doucement malgré sa colère, la forçant à le regarder. C'est déjà compliqué. Ça l'est depuis le mariage, peut-être avant. Ses mains sur ses bras semblaient brûlantes, comme la sécurité, comme tout ce qu'elle ne pouvait pas avoir. « Je hais votre père », dit-elle, les mots lourds de larmes qu'elle refusait de verser. « Je hais ce qu'il a fait, ce qu'il représente, ce qu'il m'a pris. Je sais, et je ne vous blâme pas. » Ses pouces bougèrent contre ses bras, un réconfort inconscient. « Mais je ne suis pas lui. Je ne suis pas les péchés de mon père. Vous êtes son fils, son héritier. Comment puis-je séparer cela? De la même manière que j'essaie de vous séparer de votre vengeance. » Son front tomba pour toucher le sien, le geste douloureusement intime. « Nous sommes plus que les héritages de nos pères. Nous devons l'être. » Elle ferma les yeux, sentit des larmes s'échapper sur ses jouets malgré tous ses efforts. « Je ne sais pas comment faire ça. Moi non plus. » Son souffle se mêla au sien, chaud dans la nuit froide. « Mais je sais que je ne veux pas vous perdre, même si vous êtes venu ici pour me détruire. Je ne peux pas juste oublier. Je ne vous demande pas d'oublier. Je vous demande de nous donner une chance, une vraie chance. » Ils restèrent ainsi les fronts se touchant, respirant le même air, en équilibre au bord de quelque chose d'irrévocable. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi. » Et puis qu'elle bougea la première où lui, ils s'embrassèrent, désespérés, maladroits et absolument inévitables. Ses mains glissèrent dans ses cheveux, les siennes agrippèrent sa veste, et pendant un instant parfait, il n'y eut pas de père, pas de vengeance, pas d'histoire compliquée. Il y avait juste eux, juste cela, juste la vérité qu'ils évitaient depuis le début. Quand ils se séparèrent, finalement, tous deux respirant fort, Marc encadra son visage avec des mains tremblantes. « Dites-moi que vous ressentez cela aussi. Dites-moi que je ne suis pas fou. Vous n'êtes pas fou. » Elle l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. « Et oui, je le ressens aussi. Que Dieu me soit en aide, je le ressens aussi. » Ils quittèrent le domaine sans dire au revoir, la main de Marc serrée autour de la sienne, tandis qu'ils marchaient vers la voiture. Catherine les interpella, la confusion dans sa voix, mais aucun des deux ne se retourna. Le trajet de retour fut silencieux, chargé de tout ce qui venait de se briser et de se reformer entre eux. Hélène regarda les lumières de la ville filer, ses lèvres picotant encore de son baiser, son esprit s'emballant avec les implications. Elle venait juste d'avouer son plan à l'homme qu'elle avait eu l'intention de détruire. Il venait juste d'avouer qu'il était en train de tomber amoureux d'elle malgré cela. Et quelque part dans le froid jardin de novembre, sous le fantôme de son père et les péchés de son père, il s'était choisi malgré tout. À l'intérieur de l'appartement-terrasse, Marc faisait les 100 pas, tandis qu'elle se tenait près de la fenêtre, tous deux ayant besoin de mouvement et d'immobilité pour assimiler. « Nous devons parler de cela, »
dit-il finalement, passant ses 2 mains dans ses cheveux. Vraiment parler. Plus de secret. D'accord. Elle se tourna pour lui faire face, se forçant à croiser ses yeux. Demandez-moi n'importe quoi. Tout. Il arrêta de faire les 100 pas, la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. J'ai besoin de tout savoir. Alors elle lui raconta, à propos de la faillite, de la façon dont les avocats de Richard avaient tourné comme des vautours, de la saisie, de la crise cardiaque de son père 3 mois plus tard. À propos de la dépression de sa mère, de la maison vide, des années passées à se reconstruire, à partir de rien pendant que les Ashford prospéraient. J'ai obtenu mon MBA, dit-elle, la voix stable malgré les souvenirs. Je me suis rendue précieuse. Je me suis positionnée de sorte que lorsque votre père aurait besoin de quelqu'un pour cette fusion, mon nom apparaîtrait. Combien de temps? Demanda Marc doucement. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? 3 ans. Depuis le jour où j'ai enterré mon père. La confession se sentait comme peler une peau, exposant un air à vif. Chaque décision, chaque choix menait à cet instant. Il absorba cela, la mâchoire travaillant, les émotions vacillant sur son visage trop vite pour être nommées. Et la personne que j'ai appris à connaître ces dernières semaines, est-ce que quelque chose de cela est réel? Oui. Le mot sortit féroce, immédiat. Je n'avais jamais prévu pour vous, pour cela. Je pensais que vous seriez comme lui, froid et calculateur, facile à haïr. Mais je ne le suis pas. Ce n'était pas une question. Non, vous n'êtes rien comme lui, et cela a rendu tout impossible. Elle se rapprocha, ayant besoin qu'il comprenne. Je suis venu ici pour la vengeance, Marc, mais quelque part en cours de route, j'ai cessé de vous voir comme l'ennemi, et j'ai commencé à vous voir comme vous. Quand? Il tendit la main vers elle, la tira assez près pour qu'elle doive pencher la tête en arrière pour croiser ses yeux. Quand est-ce que ça a changé? Je ne sais pas s'il y a eu un seul moment. Peut-être que c'était le café que vous faisiez toujours, ou la conversation de minuit, ou la façon dont vous m'avez regardé pendant notre mariage, comme si vous me voyiez réellement. Ses mains trouvèrent à sa poitrine, sentirait son cœur martelé sous ses paumes. Mais je sais que lorsque votre père a parlé de ma famille ce soir, et que j'ai vu votre visage, j'ai su que vous n'auriez jamais fait ce qu'il a fait. Je ne l'aurais pas fait. Ses bras encerclèrent sa taille, solide et sûre. Je suis désolé pour ce qu'il a fait. Je ne peux pas l'annuler, mais je suis désolé. Ce n'est pas votre excuse à présenter. Peut-être pas, mais je la donne quand même. Il pressa son front contre le sien, ce geste qui devenait le leur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? À votre plan? À nous? À tout cela? Je ne sais pas. L'aveu se sentit comme descendre d'une falaise. Je devrais vouloir finir ce que j'ai commencé. L'exposer, le regarder tomber, le faire payer pour ce qu'il a fait. Mais, son souffle effleura ses lèvres, chaud et proche. Mais je ne veux pas vous perdre dans le processus. La vérité de cela s'installa dans sa poitrine, lourde et indéniable, et je suis terrifié de ne pas pouvoir avoir les deux. Alors ne le faites pas. Marc recula juste assez pour la regarder dans les yeux. Ne choisissez pas la vengeance. Choisissez nous. Choisissez cela. Comment puis-je? Comment puis-je juste laisser tomber? Prétendre que ça n'est jamais arrivé? Les larmes menacèrent à nouveau, la frustration et le chagrin se mélangeant en quelque chose de bouleversant. Je ne vous demande pas de prétendre. Je vous demande de considérer que peut-être détruire mon père ne ramènera pas votre père. Ses mains encadrèrent son visage, ses pouces essuyant les larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elles coulaient. Et peut-être que la meilleure vengeance est de construire quelque chose de meilleur que ce qu'il a construit, quelque chose d'honnête et de réel et de nous. Les mots frappèrent quelque chose de profond en elle, une vérité qu'elle avait évitée depuis le début. Son père n'aurait pas voulu cela, n'aurait pas voulu qu'elle soit consumée par la haine, n'aurait pas voulu qu'elle sacrifie son propre bonheur pour la vengeance. Il lui avait toujours dit que bien vivre était la meilleure vengeance. Elle avait juste oublié comment vivre quelque part en cours de route. « J'ai peur », murmura-t-elle contre sa poitrine, tandis qu'il la serrait. « J'ai été en colère si longtemps, je ne sais plus qui je suis sans ça. Alors découvrons-le ensemble. » Il embrassa le haut de sa tête, puis sa tempe, puis le coin de sa bouche. « Nous allons le résoudre, un jour à la fois. » Elle inclina son visage vers le haut, et cette fois lorsqu'ils s'embrassèrent, ce fut plus lent, plus profond, alourdi de promesses et de possibilités. Ses mains se déplacèrent vers sa taille, l'attirant plus près,
et elle se sentit fondre en lui dans cet instant, dans la terrifiante liberté de lâcher prise. « Restez avec moi ce soir », murmura-t-il contre ses lèvres. « Pas dans la chambre au bout du couloir. Avec moi. » Sa réponse fut de l'embrasser à nouveau plus fort, laissant son corps dire ce que les mots ne pouvaient pas tout à fait saisir. La chambre à coucher de Marc était plus simple qu'elle ne l'avait imaginé, moins austère que le reste de l'appartement terrasse. Des livres empilés sur la table de chevet, des croquis d'architecture épinglés sur un mur, une banquette près de la fenêtre donnant sur la ville. Il la conduisit à l'intérieur, les mains douces mais sûres, et ferma la porte derrière eux comme pour sceller le reste du monde. Pendant un moment, ils restèrent là, respirant, réalisant la ligne qu'ils étaient sur le point de franchir. « Nous n'avons pas à... » commença-t-il. « Je le veux. » Elle atteignit son visage, le tira vers elle pour l'embrasser à nouveau. « Je veux cela. Je vous veux. » La permission sembla débloquer quelque chose en lui, et son baiser s'intensifia, ses mains glissant dans ses cheveux, le long de son dos, la tirant contre lui. Ils se déshabillèrent lentement, avec révérence, chaque morceau de peau révélé étant une découverte et un retour au bercail. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'ils trouvèrent la fermeture éclair de sa robe, la vulnérabilité de ce petit tremblement la rendant encore plus amoureuse de lui. Quand sa robe s'amassa à ses pieds, ses yeux parcoururent son corps comme s'il mémorisait chaque détail, chaque courbe et ombre. « Vous êtes si belle », murmura-t-il, la voix rauque d'émotion et de désir. Elle atteignit sa chemise, la déboutonna avec des doigts tremblants pendant qu'il regardait son visage, lisant chaque expression. Quand sa poitrine fut nue, elle pressa sa paume sur son cœur, le sentit battre en rythme avec le sien. « Vous aussi », dit-elle, et embrassa le point de pulsation à sa gorge. Ils se déplacèrent vers le lit, un enchevêtrement de membres et de noms murmurés, prenant leur temps malgré l'urgence qui résonnait en eux deux. Il l'embrassa comme si elle était précieuse, comme si elle risquait de disparaître s'il n'était pas prudent, ses mains cartographiant son corps avec une minutie patiente. Elle l'explora tout aussi soigneusement, apprenant ce qui le faisait soupirer, ce qui lui coupait le souffle, ce qui le faisait murmurer son nom comme une prière. Dehors, la ville continuait sa danse infinie de lumière, mais à l'intérieur de cette pièce, le temps sembla se mettre en pause, pour leur donner cet instant suspendu à toute conséquence. Quand il se déplaça au-dessus d'elle, ses yeux cherchèrent les siens une fois de plus. « Êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été plus sûr de rien. » Elle le tira vers elle, l'embrassa profondément. « Aimez-moi, Marc, je vous en prie. » Et il le fit, avec une tendresse qui lui brisa le cœur et le reconstruisit simultanément. Leurs corps trouvèrent un rythme qui se sentait ancien et nouveau, chaque mouvement une conversation, chaque toucher une confession. Elle s'accrocha à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui tournait, et il la serra comme si elle était quelque chose de sacré qu'il avait cherché toute sa vie. Quand elle murmura son nom, il répondit par le sien, et le son de leur voix s'enchevêtrant se sentit comme son propre genre de vœu. Le plaisir monta lentement, exquisément, jusqu'à ce qu'ils culminent en vagues, qui les laissèrent tous deux tremblants et essoufflés. Après, ils restèrent enlacés l'un autour de l'autre, les cœurs ralentissant graduellement, la peau se refroidissant, tous deux réticents à bouger et à briser l'enchantement. « Je vous aime », dit Marc dans l'obscurité, sa voix lourde d'émotion. « Je sais que c'est trop tôt, je sais que c'est compliqué, mais je vous aime, Hélène. » Sa gorge se serra, les larmes menaçant à nouveau pour des raisons entièrement différentes maintenant. « Je vous aime aussi. » Les mots semblaient sauter d'une falaise et trouver des ailes. « Que Dieu me soit en aide. Je vous aime aussi. » Il la serra plus fort, embrassa son épaule, son cou, sa mâchoire, avec une douceur infinie. « Nous allons régler tout le reste, » promit-il. « Mais ceci, ce que nous avons maintenant, c'est réel. C'est à nous. » Elle se tourna dans ses bras, croisa ses yeux dans la lumière tamisée, filtrant à travers les fenêtres. « Plus de secret ?» demanda-t-elle. « Plus de secret. » Il traça son visage du bout des doigts, la prenant par le toucher. « Nous faisons face à tout ensemble à partir de maintenant. » Ils firent l'amour à nouveau plus tard, plus lentement cette fois, savourant chaque moment, chaque sensation, construisant de nouveaux souvenirs pour remplacer la vieille douleur. Entre les vagues de passion, ils parlèrent de tout et de rien, partageant des histoires et des rêves et des peurs sans filtre. Elle lui raconta son enfance,
le rire de son père, le jour où elle avait décidé de devenir quelqu'un qui pouvait riposter. Il lui raconta le poids des attentes, la solitude d'être le fils de Richard Ashford, la vie qu'il avait imaginée avant que le devoir ne le réclame. « Nous sommes tous deux piégés par l'héritage de nos pères », dit-elle, les doigts traçant des motifs sur sa poitrine. « Peut-être. Ou peut-être que nous avons juste trouvé la seule personne qui peut nous aider à nous libérer. » Alors que l'aube peignait les fenêtres de nuances d'or et de rose, Hélène était éveillée dans les bras de Marc, écoutant sa respiration ralentir vers le sommeil. Elle pensa à la vengeance qu'elle avait planifiée, à la satisfaction qu'elle avait imaginée en détruisant l'Empire Ashford. Mais allongée ici, enveloppée dans les bras de l'homme qu'elle aimait, elle ne pouvait plus se souvenir pourquoi cela avait semblé plus important que ceci. Son père aurait compris, réalisa-t-elle. Il avait toujours valorisé l'amour plutôt que l'argent, la connexion plutôt que la conquête. Il lui aurait dit de lâcher prise, de choisir le bonheur, de construire quelque chose de nouveau plutôt que de démolir l'ancien. Des larmes glissèrent sur ses joues, mais ce n'étaient plus des larmes de chagrin, c'était la libération, lâchant la colère qu'elle avait portée si longtemps. Marc bougea, la serra plus fort même dans son sommeil, et elle pressa son visage contre sa poitrine et finalement se laissa reposer. Les 2 semaines suivantes ressemblèrent à vivre dans un beau rêve dont Hélène attendait de se réveiller. Marc et elle cessèrent de faire semblant, cessèrent de maintenir des chambres séparées, cessèrent de cacher ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. Ils préparaient le petit déjeuner ensemble, riaient du pain grillé brûlé, s'embrassaient contre les comptoirs de cuisine comme des jeunes mariés qui s'étaient réellement choisis. Il rentrait du travail tôt, juste pour passer du temps avec elle, et elle se retrouva à compter les heures jusqu'à ce qu'il passe la porte. La nuit, il s'explorait avec émerveillement et une familiarité croissante, apprenant à communiquer par des touchés et des soupirs. Cela aurait dû être parfait. Cela aurait été parfait, sans l'enveloppe qui arriva un mardi après-midi. Hélène était seule lorsque le coursier la porta. Marc était encore au bureau pour une réunion qu'il ne pouvait pas sauter. Son nom sur le devant, écrit à la main dans l'écriture soignée de sa mère, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, des documents, des dossiers financiers, des emails, des preuves exactement du genre de transactions illégales qu'elle cherchait. Un mot de la main de sa mère. « J'ai trouvé ceci dans les papiers de votre père. Il les avait rassemblés avant de mourir. La preuve que Richard Ashford a utilisé le délit d'initié et la fraude pour détruire notre société. Assez pour l'envoyer en prison. J'ai pensé que vous devriez les avoir. » Les mains d'Hélène tremblèrent tandis qu'elle lisait les papiers, voyant les annotations de son père, sa documentation soignée des crimes qu'il n'avait jamais vécus pour exposer. C'était ça. Tout ce dont elle avait besoin. L'arme du crime qui pouvait détruire Richard Ashford complètement. Elle aurait dû se sentir triomphante. Vengée. C'était pourquoi elle avait épousé Marc. Pourquoi elle avait tant sacrifié. Au lieu de cela, elle se sentit mal. Parce que l'utilisation de ces documents signifiait détruire le père de Marc alors qu'il était mourant, signifiait déchirer la famille de l'homme qu'elle aimait. Cela signifiait choisir entre la justice pour son père et l'amour pour son mari, et elle ne savait pas si elle pouvait faire ce choix. Elle était toujours assise sur le sol, entourée de papiers, quand Marc rentra 3 heures plus tard. « Hélène ?» Sa voix passa de décontractée à inquiète en un instant. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que tout ça ?» Elle leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur son visage, et brandit les documents. « C'est la preuve, » dit-elle, la voix brisée. « Tout ce dont nous aurions besoin pour prouver que votre père a commis une fraude, pour l'envoyer en prison, détruire l'entreprise, tout. » Marc devint très immobile, son visage se vidant de couleur, tandis qu'il assimilait ses mots. « Où avez-vous eu ceci ?»« Mon père. Il l'avait rassemblé avant de mourir. Ma mère vient de le trouver et me l'a envoyé. » Elle rit, rauque et brisée. « J'ai vécu ici pendant des semaines, cherchant exactement cela. Et c'était dans le grenier de ma mère tout le temps. » Il se rapprocha avec prudence, comme s'il s'approchait de quelque chose de fragile ou de dangereux. « Qu'allez-vous faire de cela ?»« Je ne sais pas. L'aveu se sentit comme un échec. Je devrais le dénoncer. Je devrais le regarder payer pour ce qu'il a fait. Mais... » Marc s'agenouilla à côté d'elle, sans la toucher, juste présent. « Mais vous l'aimez. Malgré tout, c'est votre père.
et vous l'aimez, et il est mourant. De nouvelles larmes débordèrent, et je vous aime. Et utiliser cela vous ferait du mal, vous détruirait, et je ne peux pas. Elle ne put finir la phrase, submergée par des sanglots qu'elle retenait depuis des heures. Marc la tira dans ses bras, la tint pendant qu'elle tremblait, son propre visage mouillé de larmes. « Je suis désolé, haleta-t-elle contre sa poitrine. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. »« Chut, ça va aller. Ça va s'arranger. » Il la berça doucement, une main caressant ses cheveux, mais sa voix semblait creuse, comme s'il essayait de se convaincre autant qu'elle. Ils restèrent assis sur le sol pendant longtemps, se tenant l'un l'autre au milieu des preuves éparpillées des crimes de Richard Ashford. Finalement, Marc parla, sa voix soigneusement contrôlée. « Montrez-moi ce que vous avez. »« Marc, s'il vous plaît, j'ai besoin de le voir. » Il recula juste assez pour la regarder. « J'ai besoin de connaître la vérité sur ce qu'il a fait. » Alors elle lui montra, regarda son visage tandis qu'il lisait document après document, voyant les actions de son père exposées dans un détail indéniable. Le regarda réaliser à quel point la destruction avait été délibérée, calculée et cruelle. Quand il eut fini, il parut dévasté, vieilli de plusieurs années en quelques minutes. « Je savais qu'il était impitoyable, » dit Marc doucement. « Mais ceci, c'est criminel. Cela a détruit des vies intentionnellement, méthodiquement. Je suis désolé. » Elle toucha son visage, essuya des larmes qu'il ne semblait pas remarquer. « Je suis tellement désolé que vous ayez eu à voir ça. »« Non, j'en avais besoin. » Il couvrit sa main de la sienne, la pressa contre sa joue. « J'avais besoin de savoir exactement ce qu'il a fait. Quel genre d'homme il est réellement. » Ils restèrent en silence, le poids des choix impossibles pesant sur eux deux. « Que voulez-vous faire » demanda Marc finalement. « Vraiment ? J'ai besoin que vous me disiez la vérité. » Hélène regarda l'homme qu'elle aimait, l'homme dont le père avait détruit le sien, et sentit la pleine impossibilité de leur situation. « Je veux la justice, » dit-elle, « mais je ne veux pas vous perdre en l'obtenant. Vous ne me perdrez pas. » Il la serra à nouveau contre lui, féroce et certain. « Quoi que vous décidiez, quoi que vous ayez besoin de faire, vous ne me perdrez pas. » Comment pouvez-vous dire ça? C'est votre père, votre famille, tout ce que vous connaissez. Et vous êtes la femme que j'aime, la femme que j'ai choisie. Ses yeux retinrent les siens, intenses et inébranlables. Mon père a fait ses choix. Il devra vivre avec les conséquences. Mais cela ne nous change pas, ça ne peut pas. Marc, je le pense, Hélène. Si vous devez dénoncer cette preuve, si vous devez le voir poursuivi pour ce qu'il a fait, je comprends. Je détesterais voir cela arriver, mais je comprends. Et je serai là, avec vous, à travers tout cela. Il embrassa son front, ses joues, ses lèvres. Parce que certaines choses sont plus importantes que la loyauté familiale. Comme l'amour, comme la justice, comme choisir la bonne chose même quand cela vous coûte tout. Elle le serra fort, cet homme qui continuait de la surprendre par son intégrité, son courage, sa capacité à mettre l'amour avant l'héritage. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle. « Alors nous allons le résoudre ensemble, comme tout le reste. » Il se leva, l'attira vers le haut avec lui. « Mais d'abord, quittons ce sol et prenons du vin. Nous penserons mieux après le vin. » 3 jours plus tard, Hélène était assise dans un café en face de sa mère, l'enveloppe de documents posée entre elles sur la table. Margaret Castellano paraissait plus âgée que ses 56 ans, le chagrin et les épreuves ayant creusé des lignes permanentes sur son visage. Mais ses yeux étaient vifs, fixés sur sa fille avec une intensité qu'Hélène reconnaissait depuis l'enfance. « Tu ne les as pas encore dénoncés, » dit Margaret. « Pas une question. »« Non. » Hélène enroula ses mains autour de sa tasse de café, ayant besoin de la chaleur. « J'essaie de décider si je dois le faire. »« Décider ?» La voix de sa mère se fit plus vive. « Hélène, c'est tout ce que nous attendions, tout ce que ton père est mort en essayant d'exposer. »« Je sais. » Les mots semblaient lourds, inadéquats. « Mais c'est plus compliqué maintenant. »« Compliqué comment? Parce que tu es tombée amoureuse de son fils ?» L'expression de Margaret était illisible. « Tu crois que je ne le savais pas? Je suis ta mère, Hélène. Je le savais depuis la première fois que tu l'as mentionné. » Hélène leva les yeux, surprise. « Et tu n'as rien dit? Que pouvais-je dire? Je t'ai envoyé là-bas pour la vengeance et tu as trouvé autre chose à la place. » Sa mère tendit la main à travers la table, couvrit la main d'Hélène de la sienne.
La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je ne sais pas. Si je les dénonce, Richard va en prison. La société fait face à des accusations criminelles. Le monde entier de Marc s'écroule pendant que son père est mourant. Elle lutta contre les larmes. Mais si je ne le fais pas, alors papa est mort pour rien. La justice n'est pas rendue. L'homme qui a détruit notre famille n'a aucune conséquence. Non, Mija. Ton père n'est pas mort pour rien dans les deux cas. Margaret lui serra la main. Il est mort parce que son cœur a lâché, parce que le stress et le chagrin étaient trop forts. Ce n'est pas ta faute, et ce n'est pas ta responsabilité de réparer. Mais il a documenté tout cela. Il voulait que quelqu'un sache. Il voulait la responsabilité. Il le voulait. Mais sais-tu ce qu'il voulait d'autre? Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Il voulait que tu sois heureuse. C'est tout ce qu'il a toujours voulu. Et je ne pense pas qu'il voudrait que tu sacrifies ton bonheur pour la vengeance. Hélène regarda sa mère, cette femme qui avait tout perdu mais lui disait en quelque sorte de lâcher prise. Comment peux-tu dire ça? Après tout ce que Richard Ashford nous a pris. Parce que j'ai appris quelque chose au cours de ces dernières années. Margaret retira sa main, l'enroula autour de son propre café. S'accrocher à la colère, la laisser te consumer, ça ne blesse pas la personne qui t'a fait du tort, ça te blesse. Et je l'ai vu te blesser pendant 3 ans maintenant, et j'en ai assez. Alors on le laisse gagner? On le laisse s'en tirer? Est-ce qu'il gagne? Vraiment? La voix de sa mère devint douce. Il est mourant, Hélène. Son corps le lâche. Et son fils, son héritier, celui qui était censé perpétuer son héritage, est tombé amoureux de la fille de l'homme qui l'a détruit. Ne vois-tu pas la poésie là-dedans? Hélène n'y avait jamais pensé de cette façon, avait été trop proche pour voir la vue d'ensemble. Marc n'est pas comme lui, dit-elle doucement. Il n'est rien comme son père. Je sais. Et c'est pourquoi je te dis ça. Margaret se pencha en avant, urgente maintenant. Tu as une chance de briser le cycle, de construire quelque chose de meilleur, quelque chose d'honnête, avec quelqu'un de bien. Ne gâche pas ça pour le fantôme de la vengeance. Mais la société sera dirigée par Marc finalement, et d'après ce que tu m'as dit, il la dirigera différemment, mieux, plus éthiquement. Sa mère sourit, triste, mais sincère. Peut-être que c'est ça la vraie justice. Non pas les détruire, mais les transformer de l'intérieur. Hélène resta assise, assimilant les mots de sa mère, sentant quelque chose se déplacer et se calmer dans sa poitrine. Quand es-tu devenu si sage? Quand j'ai réalisé que perdre ton père m'avait déjà coûté assez cher. Je n'allais pas te perdre toi aussi. Margaret tendit la main à travers la table à nouveau, cette fois coupa le visage d'Hélène. Je t'aime, et je veux que tu sois heureuse. C'est tout, juste heureuse. Elles pleurèrent ensemble dans le café, se tenant la main à travers la table, 2 femmes qui avaient survécu à la même tempête, finalement prêtes à trouver le rivage. Alors qu'est-ce que je fais avec ceci? Hélène désigna l'enveloppe. Ça dépend de toi, Mija, mais quoi que tu décides, je te soutiendrai. Sa mère marqua une pause, puis ajouta avec prudence. Bien que si tu me demandes mon avis, je pense que tu les gardes. Comme assurance, comme preuve, comme rappel, mais tu ne les utilises pas à moins que tu n'y sois absolument obligé. Car si Richard n'est jamais confronté aux conséquences, alors il fait face aux conséquences qui viennent naturellement. La maladie, la mort, le jugement de l'histoire et la connaissance que son fils a choisi un chemin différent. Margaret se leva, se préparant à partir. Parfois, la meilleure vengeance est de refuser de devenir ce qui t'a blessé. C'est choisir l'amour au lieu de la haine. C'est gagner en s'éloignant. Après le départ de sa mère, Hélène resta assise seule avec l'enveloppe, retournant les mots de sa mère encore et encore. Elle pensa à son père, à ce qu'il voudrait réellement s'il était là. Elle pensa à Marc, à la vie qu'il construisait, à l'homme qu'il choisissait d'être malgré son père. Et lentement, avec précaution, elle commença à voir un chemin différent. Un chemin qui n'exigeait pas de tout détruire pour trouver la paix. Quand elle rentra à la maison, Marc l'attendait, l'anxiété écrite sur son visage. « Alors » demanda-t-il dès qu'elle entra. « Qu'as-tu décidé » Elle posa l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine, regarda l'homme qu'elle aimait et prit une respiration. « Je vais garder les documents. En sécurité, documentés, mais je ne vais pas les dénoncer. » Le soulagement et la confusion se disputèrent sur son visage. « Pourquoi, Hélène, si tu dois... » « Je sais.
mais j'ai réalisé quelque chose. Elle se déplaça dans ses bras, où elle se sentait maintenant le plus en sécurité. La justice n'est pas toujours une punition, parfois c'est une transformation. Et je pense que la meilleure façon d'honorer mon père est de t'aider à devenir le genre de leader que ton père n'a jamais été. Marc la serra fort contre lui, son visage pressé contre ses cheveux. « Es-tu sûr ?»« Je suis sûr. Mais Marc... » Elle recula pour le regarder. « Si ton père commet d'autres crimes, s'il blesse quelqu'un d'autre, je me réserve le droit de changer d'avis. C'est juste. » Il l'embrassa doucement. « Merci. D'avoir choisi nous. D'avoir choisi la miséricorde. Je ne le fais pas pour lui. Je le fais pour nous. Pour l'avenir que nous allons construire ensemble. » 6 mois plus tard, par un matin de printemps qui sentait la pluie et les nouveaux départs, Hélène se tenait dans le bureau de Marc, surplombant la ville. Richard était mort il y a 3 semaines, tranquillement, avec sa famille autour de lui, y compris la belle-fille qu'il n'avait jamais su être l'enfant de l'homme qu'il avait détruit. Les funérailles avaient été difficiles, regardant Marc pleurer un père qui avait été à la fois aimé et monstrueux, impossible et humain. Mais ils avaient traversé cela ensemble, et maintenant Marc était assis dans le fauteuil de son père, se préparant à diriger l'entreprise dans une direction entièrement nouvelle. « Es-tu sûr de ça ?» demanda-t-elle, regardant le communiqué de presse qu'il avait rédigé. Il annonçait un audit complet des pratiques commerciales passées, un fonds de restitution pour les entreprises lésées par les activités illégales de Richard et une restructuration complète des politiques d'éthique d'entreprise. « J'en suis sûr. » Marc se leva, vint à ses côtés. « Mon père a construit un empire sur l'exploitation et la cruauté. Je ne vais pas continuer cet héritage. Ça va coûter des millions à l'entreprise, peut-être plus. Tant mieux, ça devrait. » Il passa un bras autour de sa taille. Certaines dettes doivent être payées, même si la personne qui les a contractées est partie. Elle se pencha contre lui, s'émerveillant de l'homme qu'il était devenu, ou peut-être qu'il avait toujours été, attendant juste la permission d'émerger. « Ta mère pense que tu es fou. Ma mère pense que je suis fou depuis que je t'ai épousé. » Il sourit. « Elle s'y fera, ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est la bonne chose à faire. » Hélène pensa à sa propre mère, qui avait pleuré lorsque Marc était venu personnellement pour s'excuser des actions de Richard et offrir une restitution. Qui l'avait serré dans ses bras et l'avait appelé un homme bon, meilleur que son père. « Le fonds Castellano », lut-elle dans le communiqué de presse, « tu n'étais pas obligé de le nommer d'après ma famille. » « Si, je le devais. Ils ont été les premières personnes que mon père a détruites. Il me semble juste qu'ils soient les premiers honorés en réparant ses erreurs. » Elle se tourna dans ses bras, l'embrassa profondément, versant tout son amour et sa gratitude dans le geste. « Je t'aime, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Est-ce que je te l'ai dit aujourd'hui ? Seulement 3 fois, tu te relâches. » Il sourit, puis redevint sérieux. « Le regrettes-tu parfois ? De ne pas avoir utilisé la preuve, de ne pas avoir obtenu la justice pour laquelle tu étais venu. » Elle considéra la question honnêtement, regardant la ville qu'ils partageaient maintenant. « Parfois, » admit-elle, « je pense à mon père, à ce qu'il dirait, mais ensuite je me souviens de ce que ma mère m'a dit, que la meilleure vengeance est de refuser de devenir ce qui t'a blessé. C'est très sage. J'ai mes moments. » Elle sourit. « D'ailleurs, j'ai eu justice d'une certaine manière. Pas celle que j'avais prévue, mais peut-être meilleure. J'aide à transformer l'entreprise qui a détruit ma famille. Je construis quelque chose de bien avec le fils de mon ennemi. Et je suis heureuse. » « L'es-tu? Vraiment ?» Les yeux de Marc cherchèrent les siens, vulnérables et pleins d'espoir. « Vraiment. » Elle l'embrassa à nouveau. « Je suis venue ici pour la vengeance et j'ai trouvé l'amour à la place. Cela ressemble à la meilleure fin, même si c'est plus compliqué, plus désordonné. Surtout parce que c'est plus compliqué et désordonné. La vraie vie n'est pas ordonnée, le vrai amour n'est pas simple, mais ça en vaut la peine. » Ils restèrent ensemble, regardant la ville, 2 personnes qui avaient commencé comme ennemies et étaient devenues partenaires dans tous les sens du terme. Plus tard ce soir-là, ils allèrent sur la tombe de son père pour la première fois ensemble. Marc n'y était jamais allé, avait demandé timidement si elle l'amènerait, et elle avait dit oui. Ils se tinrent devant la simple pierre tombale, et Hélène sentit la main de Marc se serrer autour de la sienne. « Je suis désolé, » dit Marc à haute voix.
s'adressant à la pierre, au souvenir, au père qu'il n'avait jamais connu. « Je suis désolé pour ce que mon père vous a fait, à votre famille. Je suis désolé de ne pas pouvoir l'annuler, mais je promets de passer ma vie à essayer de réparer. Et je promets de prendre soin de votre fille. Je l'aimerai comme vous auriez voulu que quelqu'un l'aime. » Hélène ne put arrêter les larmes, les laissa couler librement tandis que Marc la serrait contre lui. « Je pense qu'il t'aimerait bien, » murmura-t-elle. « Je pense qu'il serait content que je t'aie trouvé même s'il ne l'admettrait jamais. »« Tu penses ? Je sais. Parce qu'il m'a toujours dit que la mesure d'une personne est ce qu'elle fait quand personne ne regarde. Et tu as choisi de faire la bonne chose même quand cela t'a coûté tout. » Ils déposèrent des fleurs sur la tombe, des roses blanches, les préférées de son père, et marchèrent, main dans la main, jusqu'à la voiture. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et de carmin, beau et éphémère comme tout ce qui est précieux dans la vie. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Marc, alors qu'ils rentraient en voiture par cette soirée de printemps. « Maintenant nous vivons, » dit Hélène simplement. « Nous construisons l'entreprise. Nous honorons nos deux pères, le mien en cherchant la justice, le tien en réparant ses erreurs. Nous faisons quelque chose de meilleur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de nous ?» Elle sourit, tendit la main pour prendre la sienne. « Nous nous aimons, chaque jour, à travers les complications et la réalité désordonnée. Nous nous choisissons encore et encore. Je peux le faire. » Il porta sa main à ses lèvres, embrassa ses jointures. « Je veux faire ça pour le reste de ma vie. » 6 mois après cette conversation, Hélène se tenait devant un miroir, ajustant une robe blanche. Pas la soie ivoire de l'obligation qu'elle avait portée à leur premier mariage, mais un blanc véritable, pur, choisi, mérité. Ils renouvelèrent leurs vœux, cette fois-ci en signifiant chaque mot, cette fois-ci entourés de personnes qui les aimaient tous les deux. Sa mère l'aida avec son voile, des larmes coulant sur son visage avec joie au lieu de chagrin. « Ton père serait si fier, » murmura Margaret, « non pas de la vengeance, mais de ceci, de toi qui choisis l'amour. »« J'ai appris du meilleur, » dit Hélène, serrant la main de sa mère. On frappa à la porte et la voix de Marc. « Je peux entrer ? Je sais que ça porte malheur, mais ça m'est égal. »« Entre, » rit-elle. Il entra, superbe dans un costume sombre, et s'arrêta quand il la vit, ses yeux s'écarquillant. « Waouh !» souffla-t-il. « Tu es trop habillée pour un renouvellement de vœux ? » « Parfaite, absolument parfaite. » Il traversa la pièce jusqu'à elle, prit ses mains. « Je sais que nous sommes déjà mariés, mais j'avais besoin de faire ça correctement, de t'épouser pour de vrai cette fois. Nous étions toujours réels, » dit-elle doucement. « Nous ne le savions juste pas encore. Alors rendons ça officiel. » Il l'embrassa doucement, faisant attention à ne pas étaler son maquillage. « Allons nous tenir devant tout le monde et nous choisir, sans secret, sans vengeance, juste l'amour. Juste l'amour, » acquiesça-t-elle. Et quand ils marchèrent dans l'allée ensemble cette fois, les mains jointes, les yeux fixés, tous deux souriant avec une joie sincère, Hélène réalisa quelque chose de profond. Elle était venue pour détruire les Ashford et avait fini par les sauver à la place. Sauver Marc de l'héritage de son père, se sauvant elle-même de devenir consumée par la vengeance. Certains amours n'ont pas de sens sur le papier. Certains amours naissent de l'impossibilité et prospèrent grâce à la transformation. Certains amours nous demandent de déposer nos armes et de tout risquer pour la chance d'avoir quelque chose de réel. Alors qu'ils échangèrent de nouveaux vœux, des vœux honnêtes, des vœux choisis, Hélène regarda Marc et vit leur avenir. Construire une entreprise basée sur l'éthique au lieu de l'exploitation. Élever des enfants qui connaîtraient les histoires de leurs 2 grands-pères et choisiraient d'être meilleurs. Vieillir ensemble, 2 personnes qui avaient commencé comme des étrangers sont devenues des ennemis, puis des amants, puis des partenaires dans tous les sens du terme. « Je t'aime », dit Marc glissant un nouvel anneau à son doigt. « Non pas parce que je le dois, mais parce que je le choisis. Chaque jour. »« Je t'aime aussi », répondit-elle, sa voix stable et sûre. « Et je te choisis, aujourd'hui et toujours. » 5 ans plus tard, Hélène était assise dans son bureau à la maison, examinant les propositions de restitution pour les familles touchées par les pratiques commerciales de Richard Ashford. Le travail était difficile, souvent déchirant, mais profondément significatif. Par la fenêtre, elle pouvait voir Marc dans le jardin avec leur fille de 3 ans, Hélène Sophia, nommée d'après leurs 2 grands-mères, portant les 2 héritages vers l'avant.
Elle les regarda rire ensemble, Marc patient et joueur d'une manière que son propre père n'avait jamais été, brisant le cycle par un choix conscient. Sur son bureau se trouvaient 2 photos, une de son père, une de Richard. Elle les avait mises côte à côte délibérément, un rappel que les gens sont complexes, que la douleur et l'amour peuvent coexister, que le pardon ne signifie pas oublier. « Maman !» La voix de Sophia l'appela de l'extérieur. « Viens voir les fleurs. » Elle sauva son travail et sortit au soleil dans sa vraie vie, dans la famille qu'elle avait construite à partir des cendres de la vengeance. Marc leva les yeux à son approche, son sourire instantané et sincère, faisant toujours sauter son cœur même après toutes ces années. « Regarde ce que nous avons planté, » dit-il, désignant de nouveaux rosiers, des blancs, comme les fleurs de la tombe de son père. J'ai pensé qu'il était temps d'ajouter quelque chose de beau. Elle s'agenouilla à côté de sa fille, examina les roses, sentit la présence de son père comme un murmure dans le vent. « Elles sont parfaites, » dit-elle, la voix nouée par l'émotion. Sophia la serra fort, puis courut chasser les papillons, laissant Hélène et Marc seuls parmi les fleurs. « Des regrets ?» demanda Marc, la serrant contre lui. « À propos de la façon dont tout s'est déroulé ?» Hélène regarda son mari, sa fille, sa maison, la vie qu'ils avaient construite ensemble à partir de débuts impossibles. « Pas un seul, » dit-elle, et elle le pensait. Parce que certaines histoires ne se terminent pas par la vengeance. Certaines histoires se terminent par la rédemption. Et les meilleures histoires, celles qui valent la peine d'être vécues, se terminent par l'amour qui transforme tous ceux qu'ils touchent. Marc l'embrassa doucement, et en arrière-plan, le rire de leur fille résonna comme une promesse, comme de l'espoir, comme la preuve que parfois la plus grande victoire est de choisir de guérir au lieu de blesser. Certains amours ne durent pas, mais ils nous changent à jamais. D'autres perdurent précisément parce qu'ils nous ont demandé de changer, de choisir, d'être meilleurs que nos pires impulsions. Hélène l'a épousé pour la vengeance et s'est réveillée amoureuse de l'ennemi. Mais quelque part entre le mariage et l'abandon, entre les secrets et la vérité, ils se sont tous deux éveillés à quelque chose de plus grand. Que l'amour n'est pas l'absence de complexité, mais le courage de l'embrasser. Que les héritages familiaux peuvent être réécrits par ceux qui sont assez courageux pour tenir la plume. Et que parfois, la guérison la plus profonde ne vient pas de la destruction de nos ennemis, mais de leur transformation en les personnes que nous aimons le plus. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un, dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous, il y a toujours une nouvelle histoire d'amour cinématographique qui attend. Parce que certaines histoires, elles ne se terminent jamais vraiment. Elles se transforment juste en quelque chose de meilleur.